Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Croissance démographique, fécondité et éducation en Afrique subsaharienne. Yves Charby. Professeur à l'Université Paris-Descartes, directeur du Centre Population et Développement, directeur de l'Institut Développement et Solidarités Internationales. Mababou KEBE. Agence de la santé et des services sociaux de Laval. L'éducation constitue un moteur de changement des mentalités et d'adoption de nouveaux comportements démographiques, préalable à tout progrès économique, et de fait plusieurs études ont mis à jour de fortes corrélations entre le niveau d'instruction, en général mesuré par le nombre d'années d'études, et les grandes variables démographiques dont dépend la croissance démographique globale, la fécondité, la mortalité et l'émigration. Là où le niveau d'instruction des femmes est élevé, la fécondité et la mortalité sont fortement réduites et la migration en hausse, même s'il faut souligner la difficulté d'isoler l'effet spécifique de l'éducation. S'agit-il seulement d'un effet éducation ? Ou n'est-on pas plutôt en présence de tout un ensemble de relations d'interdépendance, donc in fine difficilement dissociables ? Une femme instruite a ainsi plus de chances qu'une autre qui ne le serait pas d'être mariée à un homme disposant d'un revenu élevé, et par conséquent elle a plus de chances d'appartenir à une catégorie sociale supérieure. Elle est vraisemblablement aussi une femme urbaine, etc. Dans ce cas, isoler un pur effet éducation serait difficile et même en partie trompeur. Toutefois, cela ne remet pas en cause le constat que l'éducation est un facteur clé du développement durable. Cela incite seulement à préciser les mécanismes susceptibles d'être en jeu. Verrons 2000 sur 1. À cette première difficulté s'en ajoute une seconde, celle du sens des relations causales. Il faut, pour bien saisir toutes les implications de la question, envisager l'influence des facteurs démographiques sur l'éducation et en sens inverse, l'influence de l'éducation sur ceux-ci. C'est pourquoi ce chapitre s'attache d'abord à l'effectif de la population, car les effectifs à scolariser en dépendent directement. On en déduit les besoins en matière d'éducation, élément décisif de la politique même de l'éducation. Quel type et niveau d'instruction offrir, compte tenu des ressources qui seront probablement disponibles et du nombre de personnes constituant la demande ? La deuxième partie du chapitre porte uniquement sur la fécondité, à la fois en raison de la complexité du sujet et parce qu'elle est aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, le principal moteur de la croissance démographique globale. On trouvera en conclusion quelques indications sur les relations entre la mortalité et les migrations. Pour illustrer notre propos, nous utiliserons plusieurs études et synthèses réalisées par la Division de la population des Nations Unies, le PNUD et l'UNESCO, ainsi que les résultats du programme international connu sous le nom d'enquête démographique et de santé. La plupart des données portent sur l'Afrique subsaharienne. 1. Croissance de la population et éducation. Commençons par le plus simple, la répartition de la population sur le territoire d'un pays donné. Le plus simple, parce qu'il s'agit d'un constat, d'une vision en quelque sorte statique, qui ne pose pas tous les problèmes délicats liés à l'évolution de la population dans le temps, en d'autres termes de la mise en perspective dynamique de l'influence du facteur démographique sur l'éducation. La connaissance de la répartition géographique de la population est indispensable à la planification de l'implantation des écoles. On observe en général une inadéquation de l'offre, qui est concentrée en milieu urbain. De plus, de très sérieux problèmes de scolarisation se posent si l'habitat rural est dispersé, ce qui est bien sûr la situation la plus fréquente. La dispersion de la population réduit la rentabilité de l'investissement consenti pour scolariser les enfants en construisant des écoles. Celles-ci sont toujours en nombre insuffisant et beaucoup de localités en sont privées. De ce fait, les élèves doivent parcourir de longues distances pour rejoindre des classes surchargées. Pour la même raison, la distance par rapport à l'école favorise l'absentéisme des élèves. Au niveau secondaire, le problème se complique car il faut diversifier les programmes, recruter des maîtres qualifiés par matière, ce qui est beaucoup plus facile en milieu urbain. C'est pourquoi les taux de scolarisation des enfants ruraux, déjà plus faibles en primaire, le sont encore davantage au niveau secondaire. On évoquera en conclusion la relation inverse. En quoi l'éducation favorise-t-elle dans une perspective dynamique cette fois l'exode rural ?
Passons à la question de la scolarisation. A. Les effectifs à scolariser. La croissance démographique et la structure d'âge de la population peuvent constituer deux obstacles majeurs à la généralisation de l'éducation dans les pays en développement où les ressources des États sont faibles. La jeunesse de la population exige en effet de lourds efforts pour l'enseignement, surtout que les pays ne disposent que d'un petit nombre d'adultes pour former la grande masse des jeunes. Selon le dernier rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous UNESCO 2009, d'énormes progrès ont été réalisés par les pays en développement dans le domaine de la scolarisation. En Afrique subsaharienne où l'on enregistre les plus importantes proportions d'analphabètes, le taux net moyen de scolarisation est passé de 54 à 70% entre 1999 et 2006. La même tendance a été observée en Asie où le taux moyen de scolarisation est passé de 75 à 86%. Malgré ces efforts, le nombre d'enfants non scolarisés est en constante augmentation. L'évolution du taux de scolarisation n'a pas empêché un accroissement des effectifs non scolarisés. En effet, la croissance démographique, favorisée par une fécondité demeurée très forte, prend le pas sur les progrès réalisés en matière de scolarisation. C'est ainsi qu'en 2006, l'UNESCO estimait à 75 millions le nombre d'enfants qui n'étaient pas scolarisés. Dans ce nombre, 55% étaient des filles et la moitié vivaient en Afrique subsaharienne, UNESCO 2009. Ces données récentes confirment les projections réalisées par l'OCDE en 2000, qui estimait à 80 millions le nombre d'enfants supplémentaires pour qui il fallait, entre 2000 et 2015, construire des écoles, former des enseignants et fournir des ouvrages scolaires, OCDE 2000. L'analyse démographique permet de mettre en évidence un cercle vicieux et un cercle vertueux, tableau 1. Tableau 1. Deux types de relations entre croissance démographique, fécondité et investissement dans l'éducation. Partons d'une situation de forte fécondité en 2000, et donc d'une croissance démographique annuelle rapide pendant toutes les années qui suivent. Dès que les premières générations vont atteindre l'âge d'entrée à l'école, dès 2005 pour les filles qui sont nées en 2000, ce sont chaque année des générations nombreuses qu'il faut scolariser à partir de 2005. Dans un pays pauvre, ceci ne pourra pas être accompagné d'investissements massifs dans le budget de l'éducation, d'où un faible taux de scolarisation, surtout des filles et une brève durée de scolarisation, de 10 ans au maximum, période 2005 à 2015, mais en pratique l'âge moyen de fin de scolarité est le plus souvent bien inférieur à 15 ans. Celles-ci vont donc se marier tôt, dès l'âge de 15 ans pour certaines donc dès 2015. Ces jeunes femmes vont elles aussi avoir une fécondité élevée, source d'une croissance démographique rapide. Les générations de filles nées à partir de 2015 vont donc reproduire le comportement de leur mère. Le cercle vicieux sera ainsi bouclé. En sens inverse, le cercle vertueux est le suivant. Une faible fécondité et une croissance lente vont permettre un investissement important de l'État dans le secteur de l'éducation. Le recul de l'âge au mariage, à 25 ans voire même plus tard, va favoriser une baisse de la fécondité, renforcée par le fait que des femmes instruites utilisent davantage la planification familiale. Les générations futures seront donc moins nombreuses. Elles pourront ainsi accéder à une éducation plus complète et plus poussée, d'où une élévation du niveau d'instruction qui va engendrer un recul de l'âge au mariage qui, à son tour, va entraîner une baisse de la fécondité. Pour autant, il ne faut pas surestimer l'importance du taux d'accroissement de la population d'âge scolaire, car dans la plupart des pays en développement, et en particulier en Afrique subsaharienne, de sérieux problèmes de sous-scolarisation se posent de toute façon. Mais si cette affirmation est vraie à court terme avec les faibles taux d'admission et de rétention, à moyen et à long terme au contraire, l'accélération des effectifs peut remettre en cause tous les efforts de scolarisation. Une étude de la Banque mondiale, citée par Charby et Ndiaye 1994, a examiné pour le Sénégal les conséquences de la croissance démographique sur l'éducation. Selon la Banque mondiale, le pays a consacré, en 1983, 5% du produit national brut, 16% des recettes publiques et 25% des dépenses de fonctionnement, pour pouvoir atteindre un taux de scolarisation de 53% dans l'enseignement primaire et de 12% dans le secondaire. Dans l'hypothèse la plus favorable émise par les Nations Unies, celle d'une baisse rapide de la fécondité,
les dépenses d'éducation auraient dû tripler entre 1990 et 2000 et quintupler à l'horizon 2015, pour atteindre l'objectif de la généralisation de l'enseignement primaire. Quel pays pauvre peut multiplier par 5 le budget de l'éducation nationale? En outre, le défi ne consiste pas uniquement à créer des écoles supplémentaires, mais aussi à garantir la qualité de l'enseignement dispensé. En effet, l'accroissement des taux de scolarisation a des répercussions sur la qualité de l'enseignement. B. Conséquences sur la qualité de l'éducation. On ne peut pas mesurer directement l'effet de la dynamique démographique sur la qualité de l'éducation, mais on peut soutenir plusieurs arguments. Si de gros efforts sont faits pour scolariser des effectifs en expansion et pour assurer un minimum d'instruction, moins de ressources seront disponibles pour améliorer la qualité, notamment pour réduire le ratio nombre d'élèves par maître, entretenir les équipements scolaires, introduire de nouvelles techniques d'enseignement et favoriser la recherche pour une éducation plus adaptée aux besoins du pays. C'est ainsi que la plupart des pays en développement se caractérisent par une pénurie d'enseignants qualifiés. Entre 1999 et 2007, le nombre d'enseignants du primaire est passé de 2 millions à 2,8 millions. Malgré tout, le nombre d'élèves par enseignant reste très élevé. En 2008, il était de 51 élèves pour un enseignant au Mali, 52 au Congo et en Tanzanie, 54 au Burundi, 64 au Mozambique, 68 au Rwanda, 90 en République centrafricaine et atteignait 93 au Malawi, pays où le rapport élève par enseignant est le plus élevé, Institut de la statistique de l'UNESCO 2009. D'après les projections les plus récentes de l'Institut de la statistique de l'UNESCO, pour accomplir l'objectif de l'enseignement primaire universel d'ici 2015, il faudrait 1,2 million d'enseignants de plus en Afrique subsaharienne entre 2007 et 2015. L'étude des redoublements et des abandons scolaires permet de se rendre compte de la dépréciation de la qualité de l'enseignement. Dans les pays en développement, moins de 3 élèves sur 4 parviennent à boucler 5 années d'études. En Afrique subsaharienne, la moitié des élèves ne parviennent pas à atteindre la 5e année d'études, Schleicher 2001. La plupart d'entre eux abandonnent leur scolarité sans avoir eu le temps d'acquérir les connaissances les plus élémentaires. Les facteurs les plus cités pour expliquer les abandons scolaires sont liés au coût de l'école, au travail des enfants et aux grossesses précoces. Les abandons et échecs scolaires ont un coût financier énorme. D'après l'UNESCO, 1998, les abandons et redoublements pendant les 4 premières années du primaire engloutissent 16% du budget consacré à l'éducation dans les pays en développement. Une autre conséquence de la croissance démographique sur la qualité de l'enseignement réside dans l'exacerbation des disparités. L'augmentation des effectifs des jeunes en âge scolaire produit une sélection sociale en faveur des riches, des urbains, des garçons aussi. En Afrique subsaharienne, les inégalités d'accès à l'école entre filles et garçons sont importantes. Selon les données de l'Institut de la statistique de l'UNESCO, en 2000, la part des filles dans la population en âge scolaire primaire non scolarisée représentait 59% pour l'ensemble des pays en développement. D'après les mêmes données, 2 filles sur 3 ne sont pas scolarisées au Tchad et plus de 40% des filles en âge scolaire n'ont pas accès à l'instruction au Togo. Mais les retards scolaires et les abandons ne sont pas uniquement imputables à une offre de formation médiocre. Il faut tenir compte des facteurs liés à la demande d'éducation par les familles. Le travail des enfants en milieu rural est en effet un facteur de déscolarisation, et en tout cas d'absentéisme. Une thèse récente, BALD 2009, a confirmé qu'en milieu rural guinéen, les membres du ménage, et en particulier les enfants, jouent un rôle décisif en tant que main-d'œuvre familiale au service de l'agriculture de subsistance, de la pêche ou de l'élevage. Mais elle apporte un élément nouveau. On pourrait penser que l'éducation, dans cette perspective, serait un atout majeur pour les ménages, puisqu'elle permettrait d'avoir une main-d'œuvre plus qualifiée. Or, l'utilisation de la main-d'œuvre ne suppose pas toujours une éducation au sens formel du terme, mais l'acquisition d'un savoir-faire utile pour l'exercice de petits métiers rémunérateurs. De même, ces familles préfèrent le passage par une école coranique qu'elles considèrent comme la voie d'accès à une profession prestigieuse, celle de marabout. L'autre raison pour laquelle la scolarisation n'apparaît pas comme un objectif prioritaire, c'est le conflit entre le long terme,
à savoir une logique d'investissement dans le capital humain, et les contraintes du court terme. Le calendrier agricole et le calendrier scolaire sont largement incompatibles. Le conflit est patent. Les enfants ne peuvent pas passer 2 des 3 contrôles prévus dans l'année. Enfin, les ethnies ont des stratégies différentes en matière d'éducation, tantôt au détriment de l'aîné, tantôt au détriment des filles. Pour conclure, observons que la croissance de la population et plus généralement les facteurs démographiques n'expliquent pas tout. Les données quantitatives sont inséparables de leur contexte sociologique, économique et institutionnel. D'autant que la relation causale inverse doit être prise en compte. Les comportements démographiques sont fortement influencés par l'éducation. 2 influences de l'éducation sur la fécondité. A. La théorie de la modernisation socioculturelle. Le cadre théorique dans lequel se situe la relation entre éducation et fécondité est celui de la transition démographique et de la modernisation socioculturelle. Dans une première étape, la mortalité diminue sous l'effet des progrès de la médecine et de l'hygiène. La fécondité commence à décrocher pour 2 raisons. D'une part, du fait de la moindre mortalité infantile, il est moins nécessaire que de nombreuses naissances surviennent pour qu'un nombre suffisant d'enfants survivent jusqu'à l'âge adulte et assurent ultérieurement la prise en charge des parents âgés. D'autre part, la double baisse de la mortalité et de la fécondité se produit en général dans un contexte de développement économique et social caractérisé par un changement dans le statut de la femme, L'urbanisation et le développement du salariat font peu à peu échapper celle-ci à ses rôles traditionnels de reproductrice, et il devient socialement acceptable pour une femme d'utiliser la contraception pour restreindre sa fécondité. Le nombre moyen d'enfants passe alors de 6 ou 7 à 3 ou 4. Dans ce contexte, l'élévation du niveau d'éducation serait une variable clé. La femme découvre de nouveaux modèles culturels, elle aspire à se réaliser socialement, en tant que personne et non plus seulement en tant que mère. Par conséquent, selon la théorie, on devrait observer une corrélation négative entre fécondité et instruction. On a montré depuis longtemps, Feachem et al., 1991, qu'en Afrique subsaharienne l'éducation des femmes et plus particulièrement l'enseignement secondaire sont fortement corrélés à de faibles taux de fécondité. Cependant, les changements intervenus dans la fécondité des femmes instruites sont variables selon les pays considérés, et à l'intérieur d'un même pays selon qu'elles vivent en ville ou en campagne. Les données récentes des enquêtes démographiques et de santé confirment que le nombre d'enfants mis au monde par femme diminue, au fur et à mesure que leur niveau d'instruction augmente. À niveau d'instruction égal, le nombre d'enfants varie, mais selon les pays, tableau 2, en raison de l'influence d'autres facteurs. Mais aucun pays ne fait exception à la règle. Plus le niveau d'instruction augmente, moins les femmes ont d'enfants. Tableau 2. Indice synthétique de fécondité selon le niveau d'instruction, femmes de 15 à 49 ans. Source, enquête démographique et de santé. En moyenne, les femmes ayant atteint ou dépassé le niveau d'études secondaires mettent au monde 3,5 enfants de moins que les femmes analphabètes. Les écarts les plus importants entre les 2 groupes de femmes sont notés en Angola, 5,3 enfants, et en Zambie, 4,3 enfants. Le Swaziland, 1,5 enfants, et la République démocratique du Congo, 2,1 enfants, présentent les écarts les moins importants. On observera qu'au Swaziland, les femmes analphabètes ont moins d'enfants que les femmes ayant reçu une formation secondaire ou plus en République démocratique du Congo. B. Éducation et nuptialité. Dans les faits, l'influence de l'éducation sur la fécondité n'est pas directe. Elle intervient dans la réduction de la fécondité, principalement à travers la nuptialité. Les données des dernières enquêtes démographiques et de santé menées dans certains pays d'Afrique confirment ces analyses. Plus le niveau d'instruction s'élève, plus la femme se marie tard. En retardant l'âge au premier mariage, l'instruction favorise chez les femmes une fécondité moins élevée. Dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, surtout en Afrique de l'Ouest, la pratique contraceptive est demeurée très faible. C'est donc plus en réduisant la durée d'exposition au risque de procréation avec le recul de l'âge d'entrée en union, que l'éducation contribue à la réduction de la fécondité. Plusieurs études, menées au Botswana, au Ghana, au Kenya, au Nigeria ou au Sénégal, ont montré que plus le niveau d'instruction de la femme augmente,
plus l'âge au premier mariage augmente. Casterline et Trussell, 1980, McCarthy, 1982, MacDonald, 1985, Trussell et Rennie, 1989, Lestag et Hall, 1989, Westhoff, 1992. En moyenne, les femmes ayant atteint au moins le niveau secondaire se marient 3,9 ans plus tard que les femmes analphabètes, tableau 3. L'influence de l'éducation sur l'élévation de l'âge au premier mariage varie suivant les pays considérés. En République démocratique du Congo, 1,9 en 2007, ou moins de 2 ans séparent les deux groupes, l'influence de l'éducation est moindre. Par contre, dans d'autres pays comme le Sénégal, 6,8 en 2005, le Niger 6,1 en 2006, le Bénin 5,4 en 2006 et l'Éthiopie 5,4 en 2005, les écarts entre les deux groupes sont très importants. Plus de 5 ans séparent leur entrée en union. L'instruction agit donc fortement dans l'augmentation de l'âge au premier mariage. Revenons sur le cas des femmes analphabètes. Pourquoi leur union est-elle précoce en Afrique subsaharienne ? Le mariage, surtout en milieu rural, scelle l'alliance entre deux familles et l'on attend de la jeune épouse qu'elle donne des enfants à la famille de son mari. La plupart des filles se marient donc tôt. Dans certains pays, la moitié l'est avant 17 ans. La société exigeant en outre des jeunes mères qu'elles apportent très tôt la preuve de leur fertilité, les premières maternités, pour la majorité d'entre elles, interviennent quelques mois seulement après le mariage. La plupart des femmes entament donc très tôt leur vie féconde. Une telle situation, en favorisant une plus longue durée d'exposition au risque de procréation, entraîne donc mécaniquement une fécondité très importante. Cette caractéristique du début de la vie matrimoniale est renforcée par un autre facteur. Dans leur très grande majorité, les femmes divorcent peu ou, si elles le font, se remarient très vite. Elles connaissent donc une très longue durée en union, ce qui contribue à maximiser leur fécondité. Tableau 3, âge médian au premier mariage selon le niveau d'instruction, femmes de 25 à 49 ans. Il en résulte que l'éducation, en retardant l'entrée en union, favorise un recul de la première naissance, tableau 4. La fécondité précoce est beaucoup moins répandue parmi le groupe des femmes ayant au moins un niveau d'études secondaires, où elle concerne moins d'une adolescente sur 4 dans tous les pays considérés. En sens inverse, une adolescente analphabète sur 3, parmi celles n'ayant jamais été à l'école, était déjà mère ou enceinte au moment des enquêtes, sauf au Rwanda, au Sénégal, en Éthiopie et au Ghana. L'éducation des femmes contribue donc fortement à réduire l'ampleur de la fécondité précoce. Cependant, certains auteurs, dont Meekers, 1991, pensent que le recul de l'âge au premier mariage ne coïncide toujours pas avec un recul de la fécondité. L'instruction, selon eux, en accroissant la durée d'exposition au risque de grossesse, favorise la sexualité avant le mariage. L'effet qu'aurait pu avoir le recul de l'âge au premier mariage sur le début de la vie féconde serait contrebalancé par une montée des naissances prénuptiales. De fait, le mariage tend de moins en moins à être le seul cadre de la fécondité. Ce sont les adolescentes scolarisées, en raison de leur entrée plus tardive en union, qui sont les plus exposées aux maternités prénuptiales. Si cette augmentation des naissances prénuptiales doit amener à relativiser le poids de l'âge au premier mariage, il n'en demeure pas moins que les maternités précoces, pour l'essentiel d'entre elles, sont légitimes. L'âge au premier mariage conserve donc un grand impact sur la fécondité précoce. En résumé, l'instruction, en favorisant une entrée plus tardive en union, augmente l'âge d'entrée en vie féconde qui est le principal déterminant du nombre d'enfants mis au monde par la femme à la fin de sa vie féconde, d'autant plus que la plupart des pays d'Afrique subsaharienne se trouvent dans un contexte de fécondité dite naturelle. Tableau 4. Pourcentage de femmes âgées de 15 à 19 ans mères ou enceintes de leur premier enfant. Source, enquête démographique et de santé. C. Éducation et contraception. De tout temps, les populations ont utilisé des méthodes de contraception. Parmi ces méthodes, celles dites traditionnelles relèvent des croyances. Par exemple les gris-gris et amulettes attachées autour de la taille, ou le fait d'enterrer le placenta après la naissance. D'autres sont d'une efficacité plus ou moins grande, le retrait, coït interrompu, l'abstinence temporaire, dite méthode Ogino, et l'allaitement. Les méthodes dites modernes, pilules, stérilets, préservatifs, diaphragme et stérilisation masculine ou féminine, et enfin l'avortement sont en général plus efficaces.
Un des résultats les mieux établis est que l'instruction est fortement corrélée à l'utilisation de la contraception, tableau 5. Tableau 5, utilisation d'une méthode moderne et niveau d'instruction, femmes mariées âgées de 15 à 49 ans. Source, enquête démographique et de santé. Comme le montre le tableau 5, l'utilisation de la contraception moderne augmente avec le niveau d'instruction. Dans tous les pays considérés, les femmes ayant atteint un niveau d'études secondaires ou plus sont plus nombreuses à utiliser la contraception moderne. En dehors du Swaziland, de la Zambie, du Zimbabwe et de la Namibie, au maximum 11% des femmes analphabètes utilisent une méthode moderne de contraception. En revanche, dans le groupe des femmes ayant un niveau d'études secondaires ou plus, entre 15% et 65% utilisent la contraception, exception faite de la République démocratique du Congo en 2007 avec moins de 10% des femmes. On l'a dit plus haut, dans un contexte de développement économique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.